Une demi-heure plus tard, les chariots traversaient bruyamment le pont de l'Ancre, les champs de quelques fermes isolées et les forêts qui formaient la majeure partie du royaume. C'est ça fit Tom Jean. Enfin, pas tout, répondit Nounou qui s'attendait à davantage d'enthousiasme. Il y en a encore beaucoup derrière les montagnes là-bas, mais ça c'est la partie plate. Vous appelez ça plat? À peu près plat, constait la Nounou, mais l'air est sain. C'est le palais là-haut, d'où on a des vues imprenables sur le paysage tout autour. Vous voulez dire les forêts? Ça va vous plaire, fit Nounou encourageante. C'est un peu petit. Nounou réfléchit. Elle avait passé presque toute sa vie dans le périmètre de l'Ancre. Le royaume lui avait toujours paru de la bonne dimension. C'est coquet, rectifia-t-elle. Bien pratique pour aller partout. Partout où? Nounou céda. Partout pas loin, répondit-elle. Houel ne disait rien. L'air était effectivement sain. Il dévalait les pentes ingravissables des montagnes du Bélier comme une solution pour Sinus, teintée de la térébenthine des forêts en altitude. Ils franchirent une porte pour entrer dans ce que les habitants devaient appeler une ville. Le cosmopolite qu'il était désormais se dit que plus bas dans les plaines, on aurait pris ça pour un espace dégagé. « Il y a une auberge ?» fit Tom Jean pas très sûr. Houel suivit son regard. « Oui, dit-il enfin, oui, sans doute. Quand est-ce qu'on va jouer la pièce ? J'en sais rien. Je crois qu'on va envoyer annoncer au château qu'on est là. » Houel se gratta le menton. Le fou a dit que le roi ou je ne sais qui voudrait lire le texte. Tom Jean fit des yeux le tour de la ville de l'Ancre. Elle avait l'air plutôt paisible. Pas du genre à flanquer les acteurs dehors à la tombée de la nuit. Elle avait besoin de population. « C'est la capitale du royaume, dit Nounou Hogg. Des rues bien tracées, vous remarquerez. Des rues, fit Tom Jean. Une rue, creusa Nounou. Et aussi des maisons bien entretenues, à un jet de pierre de la rivière. Un jet? Un lâcher, constella Nounou. Des tas de fumier bien rangés, regardez, et vastes. Madame, on vient pour distraire la ville, pas pour l'acheter, fit Houel. Nounou Hogg jeta un regard en coin à Tom Jean. Je voulais juste vous montrer qu'elle est belle. Votre fierté civique vous honore, dit Houel. Et maintenant, s'il vous plaît, descendez du chariot. Je suis sûr que vous avez du bois à ramasser, juste ciel. Merci beaucoup pour l'enca, fit Nounou qui descendait. Les repas, rectifia le nain. Tom Jean lui donna un coup de coude. Tu devrais être plus poli, dit-il, on sait jamais. Il se tourna vers Nounou. Merci, bonne. Oh, elle est partie. Ils sont venus faire du théâtre, dit Nounou. Mais Messire du Temps continua d'écosser des haricots au soleil, au grand déplaisir de sa collègue. Alors, tu veux rien dire? J'ai découvert des choses, moi, fit-elle. J'ai recueilli des renseignements. Je suis pas restée là assise à faire de la soupe. Du ragoût. Mais t'as vu que c'est très important, renifla Nounou. Quel genre de théâtre? Ils l'ont pas dit. Quelque chose pour le duc, je crois. Pourquoi il veut du théâtre, lui? Ils l'ont pas dit non plus. C'est sans doute une ruse pour rentrer dans le château, fit Mémé d'un air entendu. Très finot comme idée. T'as vu quelque chose dans les chariots? Des malles, des paquets, tout ça. Plein d'armées d'armure, je te le garantis. Nounou Hogg n'avait pas l'air convaincu. Ils m'ont guère fait l'effet de soldats. Ils sont tout jeunes et boutonneux. Finot. J'imagine qu'au milieu de la pièce, le roi dévoilera son destin en plein devant tout le monde. Bon plan. Il y a autre chose, fit Nounou qui ramassa une cosse de haricots et la mâcha. Il a pas l'air de beaucoup aimer le pays. Bien sûr que si, il a ça dans le sang. Je l'ai fait passer par où c'est joli. Il a pas eu l'air très impressionné. Mémé hésita. Sans doute qu'il se méfiait de toi, conclut-elle. Sans doute qu'il était trop saisi pour parler, en fait. Elle posa la jatte de haricots et regarda les arbres d'un air songeur. T'as toujours de la famille qui travaille au château? Demanda-t-elle. Shirl et Daff donnent un coup de main aux cuisines depuis que le chef a perdu la boule. Bien, je vais en causer à Magra. Je crois qu'on devrait voir ce théâtre. Parfait, dit le duc. Merci, fit Houel. Vous avez vu tout à fait juste à propos de ce terrible accident, comme si vous y étiez. Vous n'y étiez pas, hein? Demanda Lady Casquette qui se pencha en avant et fusilla le nain des yeux. Je me suis seulement servi de mon imagination.
répondit précipitamment Hwell. Le regard mauvais de la duchesse laissait entendre que son imagination pouvait s'estimer heureuse qu'on ne la traîne pas dans la cour pour une explication devant 4 chevaux sauvages furieux et une longueur de chaîne. Exactement ça, reprit le duc en feuilletant les pages d'une seule main. C'est exactement ainsi que ça s'est passé. Que ça se serait passé, jeta sèchement la duchesse. Le duc tourna une autre page. Vous y êtes aussi, dit-il. Étonnant, c'est mot pour mot ce que je vais me rappeler. Je vois que vous faites également intervenir la mort. Un personnage toujours populaire, répondit Hwell, très attendu du public. Quand pouvez-vous la jouer? La monter, corrigea Hwell avant d'ajouter on l'a rodée quand vous voulez. Et après qu'on s'en aille, poursuivit-il dans son fort intérieur, pour ne plus voir tes yeux comme 2 œufs crus, cette montagne de bonnes femmes en robe rouge et ce château qui a l'air d'attirer le vent comme un aimant. Ça ne passera pas à la postérité comme une de mes meilleures pièces, je le sais. Combien avons dit que nous allions vous payer? Demanda la duchesse. Je crois que vous avez parlé d'encore 100 pièces d'argent, répondit Hwell. Le prix est justifié, fit le duc. Hwell se dépêcha de partir avant que la duchesse ne se mette à marchander. Mais il se sentait prêt à payer, et de bon cœur encore, pour se trouver loin de ce pays. Coquet, songea-t-il. Dieu, comment pouvait-on aimer un royaume pareil? Le fou attendait dans le pré autour du lac. Il contemplait le ciel avec mélancolie et se demandait où pouvait bien être Magra. C'était leur coin à eux, avait-elle dit. Que plusieurs douzaines de vaches le partagent aussi pour l'instant n'y changeait rien. Elle apparut en robe verte et d'une humeur massacrante. « C'est quoi cette histoire de pièces ?» fit-elle. Le fou s'affaissa sur un rondin de saule. « Vous n'êtes pas contente de me voir ?» demanda-t-il. « Bah oui, évidemment. Bon, cette pièce. »« Monseigneur veut quelque chose pour convaincre le peuple qu'il est le roi de l'encre légitime, surtout se convaincre lui, je crois. »« C'est pour ça que vous êtes parti en voyage ?»« Oui. C'est dégoûtant. » Le fou garda son calme. « Vous préférez la méthode de la duchesse ? À son avis, il faudrait tuer tout le monde. Elle est forte pour ça. Ça serait bagarre et compagnie. Des tas de gens mourraient en tout cas. Ce serait peut-être plus simple comme ça. »« Oh, oui, votre cran, mon vieux !»« Pardon ? Vous voulez donc pas mourir noblement pour une juste cause ? » ?»« D'abord, j'aimerais mieux vivre tranquille. Pour vous autres les sorcières, c'est très bien, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je n'ai pas les coups des franches, dit le fou. Magra s'assit près de lui. Découvre tout ce que tu peux sur cette pièce, avait ordonné Mémé. Va trouver ton copain à Clochette. Elle avait répliqué. Il est d'une grande loyauté, il ne dira peut-être rien. Et Mémé, c'est pas l'heure de faire les choses à moitié. S'il le faut, séduis-le. Quand est-ce qu'on va la donner, cette pièce, alors ? Demanda-t-elle en se rapprochant. Foi de fou, je suis sûre que je n'ai pas le droit de vous le dire. Le duc, il m'a dit comme ça, ne dis pas aux sorcières que c'est demain soir, il le dit. Faut pas le dire alors, convint Magra. À 8 heures, je vois. Mais il y a un pot avant à 7h30 avec du sherry, ma foi. J'imagine que vous ne devez pas non plus me dire qui est invité, fit Magra. Et évidemment, la plupart des dignitaires de l'encre, pas le droit de vous le dire, vous comprenez. Évidemment. Mais je crois que vous avez le droit de savoir en quoi consiste ce que ne vous dit pas. Très juste. Il y a toujours la petite porte par derrière, celle qui conduit aux cuisines. Et qu'on laisse souvent sans garde. Oui. Oh, on la surveille à peine ces temps-ci. Vous croyez qu'il risque d'y avoir un garde vers 8 heures demain ? Ben, moi, je risque d'y être. Bon. Le fou repoussa les naseaux humides d'une vache indiscrète. Le duc va vous attendre, ajouta-t-il. Vous avez dit qu'il a dit qu'on ne devait pas savoir. Il a dit que je ne devais pas vous le dire, mais il a dit aussi, elles vont quand même venir, j'y compte bien. Très bizarre. Il avait l'air de bonne humeur en disant ça. Je vous verrai après le spectacle. C'est tout ce qu'il a dit. Oh, quelque chose comme quoi il allait montrer leur avenir aux sorcières, je n'ai pas compris. J'aimerais bien vous voir après le spectacle, vous savez. J'ai acheté... Je crois que je vais me laver les cheveux, fit distraitement Magra. Excusez-moi, faut vraiment que j'y aille. Oui, mais je vous ai apporté ce cadre, dit vaguement le fou, qui regarda s'éloigner la silhouette de la sorcière. Il s'affaissa lorsqu'elle disparut entre les arbres et baissa les yeux sur le collier roulé serré entre ses doigts nerveux.
Un collier, il devait le reconnaître, et de fort mauvais goût, mais du genre qu'elle aimait, tout en argent et en crâne. Il lui avait coûté cher, trop cher. Une vache, trompée par les cornes de son chapeau, lui fourra une langue dans l'oreille. C'est vrai, songea le fou. Les sorcières font vraiment des choses désagréables aux gens, des fois. Le lendemain soir arriva, et les sorcières se rendirent au château par un chemin détourné sans grand empressement. « Si tient à ce qu'on vienne, je veux pas y aller, dit Mémé. Il a un plan. Il se sert de tétologie contre nous. Il se prépare quelque chose, dit Magra. Il a envoyé ses hommes mettre le feu à 3 chaumières de notre village la nuit dernière. Il fait toujours ça quand il est de bonne humeur. Et le nouveau sergent, c'est un rapide des allumettes. Madaf, elle a vu les acteurs répéter ce matin, fit Nounouog, qui portait un sac de noix et une bouteille de cuir d'où montait une odeur forte et piquante. Il braillait et se poignardait, elle a dit, puis il se demandait qui avait fait le coup et passait de longs moments à marmonner tout seul à voix haute. Ces acteurs, souffla Mémé avec un profond mépris, comme s'il n'y avait pas assez d'histoires dans le monde sans en inventer d'autres. En plus, il crie tellement fort, dit Nounou, on s'entend à peine causer. Elle portait aussi, tout au fond de sa poche à tablier, un morceau de caillou du château hanté. Le roi allait entrer à l'œil. Mémé hocha la tête. Mais, se disait-elle, le spectacle allait valoir le coup. Elle n'avait pas la moindre idée de ce que Tom Jean projetait, mais son sens inné du drame l'assurait que le jeune homme allait faire quelque chose d'important. Elle se demanda s'il bondirait de la scène pour tuer le duc au couteau, et s'aperçut qu'elle espérait à toute force qu'il en fût ainsi. « Tous nos saluts, je sais pas qui, fit-elle tout bas, qui plus tard sera roi. »« Grouillons-nous, dit Nounou, va plus rester de chéri. » Le fou attendait, l'air abattu, dans l'encadrement de la petite porte. Sa figure s'illumina à la vue de Magra, puis se figea dans une expression de surprise polie à la vue des deux autres. « Vous allez vous tenir tranquille, n'est-ce pas ?» fit-il. « Je ne veux pas d'histoire, s'il vous plaît. »« Je vois pas tout de quoi tu causes, » répondit une mémé royale qui passa majestueusement. « Sagace, vieille cloche !» fit Nounou en lui décochant un coup de coude dans les côtes. « J'espère que tu retiens pas notre jeune ami là-haut tard la nuit. »« Nounou !» s'indigna Magra. Le fou afficha le rictus terrifié, doucereux, de tous les jeunes gens du monde devant la femme d'âge mûr importune qui se permet des commentaires sur leur vie intime. Les vieilles sorcières le frôlèrent au passage. Le fou saisit la main de Magra. « Je sais où on sera bien placé, » dit-il. Elle hésita. « Ça ira, se dépêcha-t-il de reprendre. Vous serez en parfaite sécurité avec moi. »« Oui, fit Magra qui cherchait à regarder derrière lui pour savoir où étaient passés les deux autres. « Il joue la pièce dehors dans la grande cour. On aura une vue superbe de l'une des tours d'entrée et il n'y aura que nous. Je nous ai déjà monté du vin et tout. » Comme elle conservait un air réticent, il ajouta : « Il y a aussi une réserve d'eau et une cheminée dont les gardes se servent quelquefois, au cas où vous voudriez vous laver les cheveux. » Le château était bourré d'invités qui traînaient avec l'air poli et penaud de ceux qui se côtoient toute la journée et se revoient dans des circonstances sociales inhabituelles, comme une soirée entre collègues de bureau. Les sorcières passèrent parmi eux sans trop se faire remarquer et trouvèrent des places sur les bancs alignés dans la cour principale, devant une scène installée à la hâte. Nounouog agita son sac de noix sous le nez de Mémé. « T'en veux une ?» proposa-t-elle. Un alderman de l'Ancre passa devant elle à pas glissés et désigna poliment le siège à sa gauche. « Cette place est prise ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Nounou. L'alderman regarda d'un air affolé le reste des bancs qui se remplissaient à toute vitesse, puis la place visiblement libre devant lui. Il releva ses robes d'un air décidé. « Comme la pièce commence à démarrer, je crois que vos amis devront se trouver une place ailleurs quand ils arriveront, » dit-il avant de s'asseoir. En l'espace de quelques secondes, son visage devint tout blanc. Ses dents se mirent à claquer. Il s'agrippa le ventre et gémit. Note de bas de page. L'observateur comprendra que c'est à cause du roi qui occupait déjà le siège, et non parce que l'homme avait employé l'expression « commence à démarrer de sang-froid ». Il aurait pourtant bien mérité d'être puni pour ça. « Je vous l'avais dit, » fit Nounou, tandis qu'il s'en allait en titubant. « Pourquoi vous demandez si vous voulez pas écouter ?» Elle se pencha vers le siège vide. « Une noix ?»
Non merci, répondit le roi Vérance, qui agita une main spectrale. Elle me passe carrément au travers, vous voyez. Oyez, vertu chou, notre histoire, noble assemblée. C'est quoi ça s'exclama Mémé. C'est qui ce gars en collant? Lui, c'est le prologue, expliqua Nounou. Il vient toujours au début. C'est comme ça, on sait de quoi cause la pièce. Je comprends rien de ce qu'il raconte, marmonna Mémé. Ça existe, ça, des vers du chou? Sans doute un genre d'asticot. C'est agréable, hein, salut bande d'asticots, bienvenue au spectacle. Ça met les gens de bonne humeur, pas vrai? Un cœur de chut lui répondit. Ces noix sont drôlement dures, dit Nounou, qui s'en recracha une dans la main. Va falloir que je relève ma chaussure pour celle-là. Mémé s'enferma dans un silence inhabituel, mal à l'aise, et s'efforça d'écouter le prologue. Le théâtre l'inquiétait. Il avait sa propre magie, une magie qu'elle ne possédait pas, qu'elle ne maîtrisait pas. Une magie qui changeait le monde et montrait les choses autrement qu'elles n'étaient. Pis encore, c'était une magie qui n'appartenait pas aux spécialistes. Elle obéissait à des gens ordinaires, ignorant des règles, qui modifiaient le monde parce qu'ils le trouvaient mieux comme ça. Le duc et la duchesse étaient assis sur leur trône juste devant la scène. Lorsque Mémé posa sur eux son regard noir, le duc se tourna à demi et elle vit son sourire. « Moi, je veux le monde comme il est, songea-t-elle. Je veux le passé comme il était. Avant, le passé était bien mieux qu'aujourd'hui. » Et l'orchestre se mit à jouer. Houel jeta un coup d'œil de derrière un pilier et fit signe à Cablan et Miochard qui clopinèrent sur scène dans la lumière des torches. L'homme âgé, un vieux. « Qu'arrive-t-il au pays ?» La femme âgée, une vieille. « C'est une terreur. » Le nain les observa quelques secondes depuis la coulisse. Ses lèvres remuaient en silence. Puis il repartit à toute vitesse vers le corps de garde où le reste de la distribution procédait encore aux dernières touches précipitées de l'habillage. Il poussa le cri de rage traditionnel du régisseur. « En scène !» ordonna-t-il. « Les soldats du roi, au pas de course, et les sorcières. Où sont ces foutues sorcières ?» 3 jeunes débutants se présentèrent. « J'ai perdu ma verrue. Le chaudron est plein de burk. Il y a quelque chose qui vit dans cette perruque. »« on se calme, brailla Houel. Ce soir, tout ira bien. »« On est ce soir, Houel. » Houel se saisit d'une poignée de mastic sur la table de maquillage et colla à la première sorcière une verrue comme une orange. La perruque de paille incriminée fut enfoncée sur la tête de son propriétaire, cheptel compris, le chaudron brièvement inspecté et déclaré plein du beurre qu'il fallait. Il n'y avait rien à redire à ce beurre. Sur scène, un garde lâcha son bouclier, se pencha pour le ramasser et lâcha sa lance. Houel roula des yeux et adressa une prière muette au dieu qui peut-être regardait. Ça tournait déjà mal. Les premières répétitions avaient eu leur lot de difficultés de rodage, c'était vrai. Mais Houel avait connu 1 ou 2 horreurs monstrueuses dans sa carrière, et celle-ci s'annonçait comme la pire. La compagnie était plus nerveuse qu'une marmite de homard. Du coin de l'œil, il entendit hésiter le dialogue sur scène, et il fonça en coulisses. « Venger l'horrible mort de ton père !» souffla-t-il avant de repartir à toutes jambes vers les sorcières tremblantes. Il gémit. Alarmes diverses. Ces 3-là étaient censés terroriser un royaume. Il lui restait en gros 1 minute avant la réplique. « Bon !» fit-il en se ressaisissant. « Alors vous êtes qui? Vous êtes des furies maléfiques, d'accord ?»« Oui, Houel, répondirent-ils humblement. »« Dites-moi qui vous êtes, ordonna-t-il. »« On est des furies maléfiques, Houel. »« Plus fort. On est des furies maléfiques !» Houel marcha devant le rang tremblotant, puis se retourna brusquement. « Et vous allez faire quoi ?» La 2e sorcière gratta sa perruque grouillante. « On va jeter des sorts aux gens ?» hasarda-t-il. « Ça dit dans le texte... »« Je ne vous entends pas !»« On va jeter des sorts aux gens !» reprirent-ils en chœur, au garde à vous, les yeux braqués droit devant pour éviter le regard du nain. Houel passa le rang en revue. « Vous êtes qui ?»« Des furies, Houel !»« Quel genre de furies ?»« Des furies noires de la nuit, Houel !» hurlèrent-ils. Ils commençaient à piger le coup. « Quel genre de furies noires de la nuit ?»« Des furies noires de la nuit maléfiques, Houel !»« Qui complotent ? Ouais !»« En secret ? Ouais !» Houel se redressa de toute sa taille réduite. « Vous êtes quoi ? On est des furies noires de la nuit maléfiques qui complotent en secret, Houel !»« Voilà !» Il pointa un doigt frémissant vers la scène et baissa la voix à l'instant où une inspiration dramatique plongeait depuis l'espace pour lui percuter le centre créatif et l'inciter à dire « Maintenant, je veux que vous alliez là-bas pour leur en faire baver.
Pas pour moi, pas pour ce putain de capitaine. Il passa le mégot d'un cigare imaginaire d'un coin de sa bouche à l'autre, repoussa un casque en fer-blanc invisible et termina d'une voix rauque. Mais pour le caporal Valkovski et son petit chien. Ils le fixèrent d'un regard incrédule. En réplique, quelqu'un agita une plaque de tôle et rompit le charme. Hwell roula des yeux. Il avait grandi dans les montagnes où les orages se déplaçaient de pic en pic sur des jambes d'éclairs. Il se rappelait les tempêtes qui changeaient les formes des massifs, qui écrasaient des forêts entières. Une plaque de tôle, ça ne rendait quand même pas pareil, quel que soit le cœur qu'on mettait à la secouer. Une fois, songea-t-il, rien qu'une fois, que j'y arrive au moins une fois. Il ouvrit les paupières et fusilla les sorcières du regard. « Qu'est-ce que vous fichez ici » hurla-t-il. « Allez-y et jetez-leur des sorts !» Il les observa qui détalaient pour entrer sur scène, puis Tom Jean le tapota sur la tête. « Well, y a pas de couronne. »« fit le nain, tandis que son cerveau s'attaquait à différents moyens de construire des machines à tonnerre et éclairs. « Y a pas de couronne, Well. Faut que je porte une couronne. » Bien sûr que s'il y a une couronne, il y a la grosse avec du verre rouge très impressionnante. On s'en est servi dans cette ville avec une grande place. Je crois qu'on l'a laissée là-bas. Il eut un autre roulement de tonnerre métallique, mais la part de Hwell qui vivait la pièce entendit quand même une voix hésiter sur scène. Il fila comme une flèche vers la coulisse. « J'ai étouffé plus d'un bébé !» souffla-t-il, et il revint à toute vitesse. « Ben, trouve-en une autre alors !» dit-il distraitement. « Dans la malle d'accessoires. Tu es le roi félon, il te faut une couronne. Allez au boulot, mon gars. C'est à toi dans quelques minutes. Improvise. » Tom Jean revint sans se presser à la malle. Il avait grandi parmi les couronnes, de grosses couronnes dorées en bois et plâtre, serties de verre de première qualité. Il s'était fait les dents et avait bavé sur les ronds de chapeau de l'autorité, mais la plupart étaient restés au disque. Il sortit des dagues pliantes, des crânes et des vases, plusieurs années de dépôt, et ses doigts se refermèrent tout au fond, sur un objet fin en forme de couronne que personne n'avait jamais voulu porter parce qu'il n'évoquait pas assez la dignité royale. Il serait de bon ton de dire que l'objet picota sous sa main. Peut-être même serait-ce exact.